Bonjour à toutes et tous. Suite de la colle sur le premier principe et les bilans d'énergie, avec un exercice qui va traiter de calorimétrie. Alors la calorimétrie, c'est une branche de la thermodynamique qui consiste à mesurer grâce à un calorimètre différentes caractéristiques d'un système, donc souvent des mesures de capacité thermique, ce genre de choses. Alors, un calorimètre, ça se présente sous la forme suivante. Donc, vous voyez une sorte de pot ici métallique, dans lequel on va avoir une enceinte en verre et une enceinte métallique. Alors, comment est-ce que l'isolation thermique est réalisée? Eh bien, on va avoir une couche de métal sur l'extérieur, et à l'intérieur, on va avoir du verre, un pot en verre. Alors, quelle est l'idée? Eh bien, entre les deux, on va avoir une couche d'air très fine, enfin très fine, suffisamment fine pour empêcher la convection d'avoir lieu. Donc, là, l'objectif, c'est d'isoler thermiquement le système, et puis bon, ici un couvercle qui va permettre de faire passer les instruments et qui va donner lieu à des pertes thermiques, mais qui est le seul moyen finalement que le système interagisse avec l'extérieur. Alors, quel est le principe? Eh bien, au fait, la couche d'air ici va être suffisamment fine pour empêcher le transfert thermique par convection. Donc là, même principe que le double vitrage, on met un gaz entre deux corps. Les gaz, globalement, conduisent très mal la chaleur, donc le transfert par conduction est atténué. En choisissant bien les dimensions de la couche d'air, on supprime la convection en ne laissant pas la place à ce qu'on appelle les rouleaux de convection de se mettre en route, c'est-à-dire finalement on ne va pas laisser suffisamment de place pour que les couches d'air les moins denses puissent remonter et créer un mouvement d'ensemble avec les couches d'air plus denses qui redescendent et ainsi de suite. Le métal situé à l'extérieur va être là, lui, pour réfléchir les infrarouges émis par le système. Et donc le métal, en gros, va être là, lui, pour limiter le transfert thermique par rayonnement. Et puis à l'intérieur, eh bien, on a du verre parce que c'est un matériau qui chimiquement ne va réagir quasiment avec rien, ce qui nous permet aussi de faire de la calorimétrie sur certaines réactions chimiques. Donc voilà pour la constitution de ce qu'on appelle un calorimètre, ou autre nom que vous pouvez croiser parfois, un vase Dewar. Ok. Alors, maintenant, on va s'attaquer à l'exercice en tant que tel. Première question dit qu'on considère un calorimètre qui contient 95 g d'eau à 20 degrés Celsius, on ajoute 71 g d'eau à 50 degrés Celsius. Et il faut trouver la température d'équilibre du système en négligeant la capacité thermique du calorimètre et de ses accessoires. Donc ici par accessoire on entend l'espèce de touillette qui est ici, donc l'agitateur, voilà, l'agitateur mécanique, qui va permettre d'homogénéiser la température dans le système, le couvercle et éventuellement le thermomètre qu'on aura plongé dans le système. Ensuite, une fois que c'est fait, on nous donne une température d'équilibre observée, et donc là on va essayer d'en déduire ce qu'on appelle la valeur en eau du calorimètre, c'est-à-dire la masse d'eau qui aurait la même capacité thermique que le calorimètre et ses accessoires. Alors il faut être conscient que les transformations qu'on est en train d'étudier ici, c'est des transformations qui vont donner lieu à des mesures où on aura forcément des erreurs systématiques. C'est-à-dire que le calorimètre qui est là ne sera jamais parfait, il sera jamais parfaitement isolé de l'extérieur. Et l'appareillage lui-même est associé à une capacité thermique. Donc soit on part du principe que les capacités thermiques de l'appareillage sont complètement négligeables devant les capacités thermiques des systèmes qu'on est en train de mettre dans le calorimètre, c'est peut-être vrai.
soit on essaye d'estimer expérimentalement l'erreur effectuée pour pouvoir la retrancher derrière. Et donc ça, c'est un cas d'école ici d'erreur systématique. Au départ, on considère simplement le système suivant. Donc ici, un système constitué de deux sous-parties qui sera fermé, de l'eau chaude plus de l'eau initialement froide. Et là, on nous donne donc la masse d'eau chaude qui vaut 71 grammes, la masse d'eau froide qui vaut 95 grammes, avec les températures initiales, bon, qu'on va rappeler un petit peu plus tard. Ok. Alors, ce système donc subit une transformation. Donc, transformation dans un calorimètre. Donc, on a contact avec l'air extérieur, donc ce sera une transformation adiabatique. Et une transformation qui va s'effectuer sous la pression atmosphérique, donc monobar. Alors ici on pourrait même dire isochore si on voulait, dans la mesure où on mélange de l'eau liquide avec de l'eau liquide, et qu'en première approche on peut considérer que les phases condensées sont idéales. Mais ici il vaut autant travailler avec H, l'hypothèse monobar est plus certaine que l'hypothèse isochore. On peut envisager des effets de dilatation, compression thermique éventuellement. Bon, même si ça n'est plus trop l'esprit des programmes. Alors, à l'état initial, donc on va avoir la masse d'eau MC à la température TC qui vaut, alors ici on a dit 50 degrés Celsius, la masse d'eau MF à la température TF qui vaut 20 degrés Celsius. À l'état final, je vais avoir MC plus MF à la température d'équilibre, donc que je vais chercher à calculer. Alors, pour chercher à calculer, enfin pour réussir à calculer cette température d'équilibre, je vais appliquer le premier principe à une transformation monobar. Donc ici, je vais directement appeler au fait l'utilisation de H, l'enthalpie. Je sais qu'il existe une fonction d'état extensive appelée enthalpie, telle que pour la transformation d'un système fermé monobar, donc transformation monobar d'un système fermé, delta H plus delta EC si on veut, vaut Q plus WU, le travail utile autre que celui des forces de pression. Ici, il n'y a aucune partie mobile dans le système, le travail utile est donc nul, et j'obtiens donc delta H égale Q égale 0, car la transformation est adiabatique. Donc je sais que la variation d'enthalpie s'annule. C'était jaune quand même. Alors, ensuite, ce qui va me rester à faire, eh bien, c'est à exploiter l'extensivité de H je sais que delta H du système, c'est delta H du sous-système constitué de l'eau initialement chaude, plus delta H du sous-système constitué initialement de l'eau froide. Dans la mesure où l'eau chaude et l'eau froide sont des phases condensées idéales, eh bien je vais pouvoir écrire que delta H vaut la masse d'eau chaude fois la capacité thermique massique de l'eau fois la température d'équilibre moins la température initiale de l'eau chaude, plus la masse d'eau froide fois la capacité thermique massique de l'eau liquide, fois la température d'équilibre, moins TF. Et donc ensuite, eh bien, il va me suffire pour trouver la température d'équilibre d'isoler ce terme-là dans le calcul, sachant que delta H vaut 0.
Donc la température d'équilibre ici, elle vaut, après simplification par CO, eh bien MC fois TC, plus MF fois TF, sur MC plus MF. Donc là, c'est comme si j'avais une moyenne pondérée des températures initiales, et elle est pondérée par les capacités thermiques des systèmes, c'est-à-dire ici directement par les masses. Donc j'obtiens une température d'équilibre, après application numérique, de 306 Kelvin. Ok, alors, donc 306 Kelvin, on voit que c'est un petit peu plus élevé que la température finale annoncée, 31,3 degrés Celsius. Donc ici, eh bien, on se doute qu'il y a une sorte de problème lié à la réalisation des mesures. Il y a un écart finalement entre la valeur attendue ici et la valeur de la température d'équilibre mesurée. Donc, qui dit écart dit soit qu'il y a une erreur aléatoire, soit qu'il y a une erreur systématique. Donc ici, maintenant, ce qu'on va faire, on va se proposer de déterminer la valeur en eau du calorimètre. Alors, la valeur en eau du calorimètre, on va lui donner un nom. Alors, est-ce que l'énoncé nous impose un nom? Non. On va l'appeler mu, c'est le nom le plus courant que l'on va croiser. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on va dire que la valeur en eau du calorimètre, c'est la masse notée mu telle que mu fois la capacité thermique massique de l'eau vaut la capacité thermique massique du calorimètre plus les accessoires. Et donc on sait que le fait que le calorimètre échange de l'énergie, eh bien ça va fausser un petit peu le calcul. Et donc ça va fausser un petit peu les considérations sur ce qu'on a fait avant. Alors, comment est-ce qu'on corrige le calcul précédent en prenant en compte la valeur en eau? Eh bien ici ça va être relativement simple. En fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, alors là je vais carrément le rajouter dans le calcul précédent, ça ira plus vite. Je vais rajouter une masse mu d'eau qui sera initialement à la température des autres éléments présents dans le calorimètre. Donc ici, très simplement, on me dit dans l'énoncé que le calorimètre contient 95 g d'eau à 20 degrés Celsius. Donc on va partir du principe que la température initiale de la masse supplémentaire d'eau que j'ajoute, c'est la température TF à 20 degrés Celsius. Donc là, je vais rajouter une masse petit mu d'eau froide, si on veut, qui sera donc à la température TF. Et donc vous voyez derrière, je vais juste simplement rajouter mu à chaque fois que le terme MF apparaît. Alors, en transposant un petit peu le calcul, on voit que finalement l'extensivité de H va fonctionner aussi. Je veux dire que delta H, c'est delta H de l'eau initialement chaude, plus de l'eau initialement froide, plus du calorimètre. Et le calorimètre étant assimilé à de l'eau, j'ai delta H du calorimètre qui vaudra mu fois CO fois température d'équilibre moins température initiale. Donc une fois que j'ai recyclé le raisonnement précédent, vous voyez, j'ai pas besoin de tout réécrire, je peux écrire que delta H,
ça vaut mu fois CO fois TEC prime. Alors ici, c'est la nouvelle température, moins TF plus MC CO TEC prime moins TC plus MF CO TEC prime moins TF. 4. Finalement, la valeur en eau du calorimètre va s'obtenir après calcul et simplification finalement par CO, sachant que delta H continue à valoir 0. Donc je vais avoir la masse d'eau chaude fois TC moins TEC prime sur TEC prime moins TF moins la masse d'eau froide. Donc une fois cette expression obtenue, eh bien, il me reste à calculer la valeur en eau. Alors ici l'avantage c'est que comme j'ai uniquement des différences de température au numérateur et au dénominateur, eh bien, je peux travailler directement avec les températures en degrés Celsius. Et donc là j'obtiens 22,5 grammes de valeur en eau. Alors derrière, qu'est-ce qu'on nous demande? Ici on nous demande maintenant d'exploiter le calorimètre. Donc qui contient 450 grammes d'eau à la température de 20 degrés Celsius. Et on nous dit qu'on place à l'intérieur une résistance chauffante, donc résistance R égale 5 ohms, dans laquelle on fait passer un courant d'intensité I égale 2 ampères pendant une durée de 10 minutes, au cours de laquelle la température s'élève de 6 degrés Celsius. Et on va en déduire la capacité thermique massique de l'eau. Alors, le système que nous considérons, c'est un système fermé de 450 grammes d'eau. Alors, donc on sait déjà qu'on aura affaire à une phase condensée idéale. Alors la transformation, on nous dit qu'elle a lieu pendant 10 minutes. On a une intensité de 2 ampères dans une résistance de 5 ohms. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que ici, la transformation, donc ça va être une transformation qui va être, bon, si on considère que ce qui est reçu, c'est un travail électrique par le système, en négligeant la capacité thermique du métal, donc ici la résistance, eh bien, on va avoir une transformation qui va être monobar. Et donc, on va avoir, pour cette transformation monobar, la pression atmosphérique qui va être imposée au système. Et on va avoir donc ce système de 450 grammes d'eau qui va passer de 20 degrés Celsius à 26 degrés Celsius. Alors, que reçoit le système? Ici, on va appliquer le premier principe. À une transformation monobar. Donc on va avoir delta H du système qui vaut Q, le transfert thermique. Alors le transfert thermique, par quoi est-ce qu'il est causé? Eh bien le transfert thermique est causé par l'effet Joule. Alors, on sait que pour une résistance, toute la puissance électrique reçue est dissipée vers l'extérieur sous forme de chaleur. Alors, la puissance électrique reçue par la résistance, on sait que c'est la tension fois l'intensité, donc ça vaudra R fois I au carré.
Donc ça, c'est reçu par la résistance. Puis ce qui est reçu par la résistance est dissipé vers l'extérieur. Donc ça veut dire que le système va recevoir un transfert thermique positif depuis la résistance. Et donc ici, on va pouvoir avoir que Q, le transfert thermique, ça vaut R fois I au carré, la puissance, fois taux, la durée de fonctionnement. Donc finalement, le premier principe, avec un travail utile qui va être nul, ici, va nous dire que delta H vaut RI carré fois taux. Alors la variation d'enthalpie, qu'est-ce qu'elle vaut aussi? Eh bien la variation d'enthalpie, elle vaudra M fois la capacité thermique massique de l'eau, fois TF moins la température initiale, qui vaudra RI carré fois taux. Donc ici, je cherche la capacité thermique massique de l'eau. Eh bien, je vais simplement calculer RI carré fois taux sur la masse du système fois TF moins TI. Alors, le calcul ici me donne, sans prendre en compte la valeur en eau du calorimètre, 4,4 kJ par Kelvin par kilogramme. Donc ça, c'est le premier résultat. On a dit, sans prendre en compte la valeur en eau. Si on prend en compte la valeur en eau, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au lieu de considérer la masse M, on considère la masse M plus mu. Et ici, donc, on va considérer qu'on a mu plus M fois CO fois TF moins TI, qui vaut RI carré fois taux. Donc la prise en compte de la valeur en eau du calorimètre nous amène une deuxième capacité thermique massique de l'eau, qui vaut RI carré fois taux sur M plus mu fois TF moins TI. Ce qui donne après application numérique une capacité thermique de l'eau un petit peu plus basse quand même, à 4,2, 4,23 même si on veut être précis. Voilà, on a un 3 derrière, ici on avait 4,44 kJ par Kelvin par kilogramme. Et donc cette valeur est obtenue en prenant en compte la valeur en eau du calorimètre. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est que la non prise en compte de la valeur en eau du calorimètre fait apparaître une erreur qu'on va qualifier de systématique. C'est-à-dire que ça va forcément tirer toujours les résultats dans le même sens. Et dans quel sens est-ce que ça va les tirer? Ça va les tirer vers une surestimation des capacités thermiques massiques. Alors, on constate une autre chose, on constate ici que les deux capacités thermiques massiques sont aussi plus élevées que la capacité attendue en théorie. Donc là, si on fait un calcul d'écart relatif rapide, en gros, on s'attendait à 418, on a 423, donc ça fait 5 sur 400, donc on va dire 1,2, 1,3% d'écart relatif. Alors ici, évidemment, on arrive à 20 sur 400, ce qui fait plutôt du 5% d'écart relatif, on va dire, à la louche, quoi. Donc là, l'écart relatif sera à 5% à peu près si on ne prend pas en compte la valeur en eau, et sera à 1% en prenant en compte la valeur en eau. Donc on sait qu'on a quelque part amélioré la qualité de la mesure. Et pourquoi est-ce qu'on a toujours des capacités surestimées malgré tout? Eh bien parce qu'il y a un autre phénomène
qui est une cause d'erreur systématique qu'on n'a pas pris en compte ici, le fait que le calorimètre n'est pas parfait. Si le calorimètre n'est pas parfait, ça veut dire que l'isolation thermique n'est pas parfaite. Et donc ça veut dire que tout le transfert thermique n'est pas destiné à faire augmenter la température du système. On va avoir une partie du transfert thermique cédée par la résistance qui va plutôt envoyer de la chaleur vers l'extérieur du système. Donc ici, au fait, le système, au lieu de recevoir Q depuis la résistance, il reçoit Q' inférieur à Q. Et donc si le transfert thermique est surestimé, eh bien la capacité thermique va elle être aussi surestimée. Alors maintenant on va voir comment déterminer la capacité thermique d'un métal, massif d'un métal, en utilisant un calorimètre. Alors ici on nous dit qu'on a 100 g d'eau à 15 degrés Celsius et qu'on a un échantillon métallique de 25 g sortant d'une étuve à 95 degrés Celsius, avec une température d'équilibre à 16,7 degrés Celsius. On calcule la capacité thermique massique du métal. Alors, ici, donc le système qu'on va considérer, ce sera un système fermé constitué de l'eau, donc la masse M plus mu, on va prendre en compte directement la valeur en eau du calorimètre, plus le métal, de masse M petit m, pour indiquer qu'on a affaire au métal. La transformation donc on sait qu'on a affaire à un calorimètre, donc elle va être adiabatique monobar. Et donc à ce moment-là, eh bien, on va partir de l'état initial où on a donc l'eau M plus mu à la température TE, le métal de masse MM petit m à la température Tm, pour arriver sur un état final où l'eau plus le métal sera la température, ici, est-ce qu'elle est précisée dans l'énoncé, la notation, on va l'appeler T équilibre. Alors, ici donc, le premier principe, nous apporte la connaissance de la variation de H qui vaut Q. On n'a pas de travail utile, pas de variation de l'énergie cinétique. L'extensivité de H, de l'enthalpie, nous amène que delta H, on donnera 0 ici, hein, on rappelle que la transformation sera adiabatique. Alors, l'extensivité de H nous amène sur le fait que delta H vaut la masse de métal fois la capacité thermique massique du métal fois la température d'équilibre moins la température initiale du métal, plus la masse d'eau plus la valeur en eau du calorimètre fois la capacité thermique massique de l'eau fois la température d'équilibre moins la température initiale de l'eau et du calorimètre. Donc grâce à ce calcul, je vais obtenir la capacité thermique massique du métal donc ici, la capacité du métal, ça vaudra la masse d'eau plus la valeur en eau du calorimètre fois la capacité thermique massique de l'eau fois la température d'équilibre moins la température initiale de l'eau sur la masse de métal fois la température initiale du métal moins la température d'équilibre du système. Donc là, j'obtiens directement ici la capacité thermique massique du métal. En effectuant l'application numérique, eh bien j'obtiens
petit cm, qui va valoir 3,1 fois 10 puissance 2 joules kilogramme moins 1 Kelvin moins 1. Donc on voit ici que les expériences de calorimétrie sont des expériences qui vont permettre de déterminer des capacités thermiques massiques de différents corps, vont toujours nécessiter au début une expérience de détermination de la valeur en eau du calorimètre, car cette valeur en eau crée une erreur systématique si elle n'est pas prise en compte. Alors, évidemment, ici, on a travaillé uniquement sur des systèmes où il n'y avait pas de changement d'état. Il faut être conscient du fait que la calorimétrie permet aussi de déterminer des enthalpies massiques de changement d'état. Alors, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur de l'eau qui serait initialement sous forme de glace, que l'on met au contact d'eau liquide, et puis on laisse l'équilibre s'installer jusqu'à ce que toute la glace ait fondu et que toute l'eau soit à la même température d'équilibre. Et donc comme ça on pourrait trouver des enthalpies massiques de changement d'état. Alors je vais le noter en remarque à la fin, juste pour que vous ayez un peu une idée de la démarche. Donc imaginons ici, voilà, c'est une extension mais c'est un exercice tout à fait possible. Imaginons ici qu'à l'état initial, on ait une certaine masse d'eau suffisamment importante à une température TL dans un calorimètre de valeur en eau mu et qu'on rajoute à T égale 0 dans ce calorimètre eh bien une masse ms d'eau solide à la température TS. Eh bien, si on sait qu'à l'état final, on obtient donc une masse ms plus ml d'eau liquide à la température TEC, eh bien, on peut se servir de l'extensivité, du premier principe, puis de l'extensivité de l'enthalpie, et du fait que c'est une fonction d'état, pour déterminer eh bien, l'enthalpie de changement d'état. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on décompose, donc on dit que delta H, c'est delta H de l'eau liquide, donc delta H petit l, alors dans lequel on va regrouper aussi le calorimètre, plus delta H de l'eau initialement solide, donc ça c'est un argument d'extensivité, puis on se sert de l'argument que H est une fonction d'état, pour dire que delta H c'est delta H de l'eau liquide, donc là ce sera M fois capacité thermique de l'eau liquide fois température finale moins température initiale, donc ml plus mu ici, plus mu qui subirait entre guillemets la même transformation. Donc ça ce serait pour l'eau liquide si on veut. Et pour l'eau initialement solide, eh bien on aurait une transformation qui serait la masse de solide fois la capacité thermique du solide pour amener le solide à la température de fusion, plus la masse de solide qui est forcée de changer d'état, donc de fondre. Donc là, l'enthalpie de changement d'état sera la masse de solide fois delta H fuse à la température T0, plus la masse de solide fois la capacité thermique de l'eau liquide, qui permet d'atteindre la température finale à partir de la température de fusion.
Donc là, c'est h fonction d'état qui nous servirait. Donc vous voyez, on peut faire des exercices comme ça un petit peu plus poussés, mais il y a déjà des exemples de ce type-là qui sont traités dans le cours. Donc là, faites attention à une chose. Donc on a bien rangé la capacité, la valeur en eau du calorimètre. Du côté de l'eau liquide initialement contenue dans celui-ci. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.